Donc, mai 68, toi, t'étais à Marseille pendant mai 68? En mai 68, ah oui, j'étais à Marseille, oui, bien sûr. Je suis arrivé à Marseille en 64, moi. Et c'était comment à Marseille? Parce que moi j'ai vu les images de Paris, avec les barricades, Ah non, il n'y les avait pas de voitures en barricade à feu. Marseille, non. Il n'y avait pas de barricade, non. Mais il y a eu tous les gens qui étaient de gauche ont formé une sorte de police militaire et ils ont tabassé tous les gens qui rentraient dans la fac et qui n'étaient pas avec eux. Mais tabassé, pour de vrai, avec des matraques. Oh, c'est dur ça. Ouais. Et eux, ils étaient groupés, ils bougeaient en masse comme ça, tu vois. Donc, ouais. Moi j'ai eu la chance de ne pas y aller, je ne sais pas pourquoi ce jour-là j'y étais pas. Donc j'ai pas été tabassé. Putain, heureusement. Ça marche là? Ça marche, on enregistre, mais c'est pour s'échauffer. Bon alors on est prêt. Il y a un peu de soleil dans la caméra, mais regarde, ça va faire une belle image. Non, c'est bien là. Ça va faire une belle image. Bon bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de The French of the World. Aujourd'hui je suis avec mon grand-père, Gérard. Absolument. Je suis trop content de t'avoir ici. Moi aussi. Et avant qu'on puisse commencer le podcast, il y a ma grand-mère qui est à côté, qui nous écoute, donc ça c'est cool aussi. Je vais juste présenter un peu le principe du podcast. Pour ceux qui découvrent, si vous trouvez que je parle lentement, que j'explique beaucoup les mots et les choses, c'est normal. C'est parce que c'est pas un podcast fait pour les francophones, c'est un podcast fait pour ceux qui apprennent le français et qui veulent découvrir la culture francophone. Et aujourd'hui, tu vas nous expliquer un peu, déjà tu vas nous parler de toi, parce que tu es très intéressant. Et surtout, je comprends. J'ai beaucoup de questions sur ton métier, enfin ton ancien métier, quand tu étais chirurgien. Donc est-ce que tu peux te présenter, dire d'où tu viens, où est-ce que tu as vécu, ça peut être intéressant. Alors je m'appelle, c'est toi que je regarde ou la caméra? Moi on parle ensemble, tu peux parler à la caméra. Gérard Morisson-Lacombe, je suis niçois au départ, et j'ai fait mes études de médecine à Marseille, où j'ai connu Joël, et je suis resté à Marseille, et c'est là que j'ai fait toute ma carrière de chirurgien à l'hôpital Saint-Joseph à Marseille. C'est quoi exactement le titre que tu avais? J'étais chef de service de chirurgie pédiatrique à l'hôpital Saint-Joseph. Oh. Et quand est chef de service, donc c'est une distinction en plus, tu l'as mis longtemps à l'avoir? Oui et non, parce que quand je suis arrivé à l'hôpital Saint-Joseph, il n'y avait pas de chirurgie pédiatrique. Donc quand on a créé la chirurgie pédiatrique et qu'on a créé les services, il n'y avait que moi. Donc je suis automatiquement devenu chef de service. C'est génial. Donc avant, les enfants, ils étaient opérés dans les mêmes services que les adultes. Il n'y avait pas la distinction. Oui, puis il n'y avait pas... D'abord, il y avait deux centres qui étaient très pointus, qui étaient la Timone, la Timone enfant, et l'hôpital Nord. Donc les enfants allaient surtout se faire opérer en public, pas en privé. Et en privé, oui, ils étaient opérés et hospitalisés avec des lits d'adultes et au milieu des adultes. Ouais, c'était pas adapté, quoi. Non, et puis surtout, on opérait des enfants relativement grands, par 6-7 ans. Après, quand moi je suis arrivé, on s'est mis à opérer des enfants qui avaient moins d'1 an. Donc moins d'1 an, tu peux pas les mettre dans un grand lit. Des bébés, quoi. Non, c'est pas bien. D'accord. Et est-ce que tu peux aussi, je suis curieux, je suis allé à Nice récemment, et toi ça faisait assez longtemps que tu n'habites plus à Nice. Est-ce que tu peux décrire un peu, parce que c'est une ville qui me fascine personnellement, tu peux me décrire un peu comment c'était le Nice à l'époque? Est-ce que c'était déjà aussi beau, aussi chic? Alors d'abord, moi je suis né à Nice pour une raison qui est amusante, c'est que mon grand-père paternel était gynécologue obstétricien à Paris. Gynécologue quoi, pardon? Obstétricien. Obstétricien, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Oui, c'est les gens qui s'occupent des accouchements. D'accord. Et pour une raison de santé, on lui a dit qu'il vaudrait mieux que son fils, mon père, soit dans le sud de la France. Donc il a déménagé de Paris pour aller s'installer à Nice. Et à l'époque, quand il s'installe, ça doit être en 1926, je pense, 27, il est le seul gynécologue de Menton à Cannes. Il n'y a pas de gynécologue. Okay. Et à l'époque, les accouchements se faisaient avec une sage-femme à domicile. Voilà, donc après les choses se sont développées, d'autres sont arrivés, mais c'est parce qu'il était le seul comme ça qu'il a été mis à contribution, qu'il a mis au monde le prince régnier de Monaco. Ça c'est rigolo. C'est une histoire qui est assez drôle. Ouais. Mais il n'y avait que lui. Donc c'est ton grand-père ou ton père? Mon grand-père. Ton grand-père a mis au monde le prince régnier qui est mort, celui qui est mort, hein, pas l'actuel. Wow. Parce qu'en fait ta famille, toi en fait c'est des Parisiens de base. Oui et non, je crois que mon grand-père était né à Tours, mais il a fait ses études à Paris, oui. Alors après, moi, ce que je connais de Nice, nous on habitait dans le centre,
Et j'ai été à l'époque dans un lycée qui s'appelait le lycée Félix Faure à cette époque-là. Et dans ces lycées-là, quand moi je commence, on peut y être de tout petit à très grand. Donc je suis rentré en 9e. Ouais. Et je suis sorti en Matélème. Donc je suis resté 10 ans ou 12 ans dans le même lycée. En 9e, tu avais En 9e, 8 ans. Oui, c'est ça. Donc de 8 ans à 20 ans. Ah non, à 17 ans et demi. 17 ans. Quand j'ai passé mon bac Matélème. Et c'était les lycées séparés filles, garçons, c'est ça? Ah, il n'y avait pas de filles, du tout. Là, il n'y avait pas de filles? Non. Dans ma classe, il y avait une fille. Est-ce que c'était pas... Ça se faisait pas ou c'était pas autorisé? C'était quoi le... Non, c'était pas... Il y avait un lycée de garçons et un lycée de filles. Oui, il y avait un lycée, voilà. Les deux étaient séparés. Ouais. On ne mélangeait pas. Ce qui est dommage, mais c'était comme ça. Ça a changé d'ailleurs. Oui, je sais. Rare, maintenant. Alors, dans les classes préparatoires aux grandes écoles, que c'était soit les écoles de commerce, soit polytechniques, il y avait des filles. Mais quand j'y suis arrivé, donc au bout d'un certain nombre d'années, au départ, il n'y a pas de filles. Non. Ça devait être particulier en classe. Non, on était comme ça, donc on était formaté comme ça ne nous gênait pas, non. Et donc après, tu as fait t'as déménagé pour aller à Marseille. Alors après, quand je passe le bac, il n'y a pas de faculté de médecine à Marseille, à Nice. Ouais. Donc je suis allé à Marseille. Est-ce que Nice était petit à l'époque par rapport à Marseille? Ah oui, Nice a toujours été une ville plus petite que Marseille. Nice, quand j'y suis, ça faisait 300-400 000 habitants. Maintenant, ça doit être le double ou le triple, oui. Ouais. Mais oui, Nice a toujours été une ville plus petite que Marseille. Marseille, c'est la deuxième ville de France. Nice, c'est la 5 ou 6e, je crois. En superficie, c'est la plus grande aussi, Marseille. Ouais. Parce que c'est pas de... Après, il y avait combien des facultés de médecine dans la France à l'époque? Alors, il n'y en avait pas beaucoup. Et à l'époque, se discutait de donner une faculté de médecine soit à Brest, soit à Nice. Et la faculté a été donnée à Brest. Ah. Donc Nice a dû attendre un peu après. La faculté de médecine de Nice a commencé 2 ans après que je sois venu à Marseille, donc on va dire en 66. Ah, tu l'as raté de peu. En 66. Non, mais il y avait la première année. Ouais. Puis après la deuxième, au fur et à mesure que ça progressait, la faculté se développait. Mais en 66, il y a une année de médecine. Il n'y a pas toute la fac. D'accord. Voilà. Après, ça s'est développé au fur et à mesure. Maintenant, il y a une faculté qui tient la route. Ouais, elle est connue. Et aujourd'hui, les études de médecine, c'est très... Surtout la première année, le concours général, il est très très exigeant, c'est très dur, il est débile. Voilà. On peut le dire comme ça. Et comment c'était à l'époque? Alors nous, on passait... il fallait passer un certificat à la fac de sciences, ça s'appelait PCEM, préparatoire... cours préparatoire aux études de médecine. Donc il y avait une grande partie, les 3/4 étaient à la fac de Saint-Charles, à la fac de sciences, et on avait vers avril-mai, on avait des cours à la fac de médecine qui étaient, si je me souviens bien, embryologie, histologie, et une autre, peut-être biochimie, mais je ne me souviens pas. Donc vous faisiez la fac de sciences, après vous partez en médecine. Voilà. Mais il n'y avait pas de numerus clausus ici, il fallait être reçu. De quoi? Le numerus clausus, c'est une sorte de concours. D'accord. Il n'y avait pas. Tu étais reçu, tu passais en première année de médecine. Et après, il y avait tout un système de concours. Le premier concours s'appelait l'externat, et tu étais nommé externe sur l'addition de tes notes de première et deuxième année. D'accord. Une fois que tu étais externe, tu avais le droit de préparer l'internat. Tu ne pouvais pas préparer l'internat tant que tu n'étais pas externe. Et quand tu étais externe, tu avais une fonction dans les services, alors que les autres qui n'étaient pas externes n'avaient pas le droit de voir, ils n'allaient pas au lit du malade. Ils avaient des cours, mais ils n'avaient pas le contact avec le malade. Mais tu pouvais devenir externe, il suffisait que tu en aies envie. C'était pas parce que tu pouvais être externe à la fin de ta deuxième année, fin de troisième année, fin de quatrième année, si tu voulais être externe, tu y arrivais. Après, et à l'époque, tu étais obligé d'être externe pour préparer l'internat. Et l'internat, ça te donnait les spécialités. Sinon, tu avais un autre cursus qui s'appelait les spécialités, où tu passais un certificat. Tu n'étais pas obligé d'être interne. D'accord. Et c'était des médecins, au final? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, tout le monde finissait médecin, oui. Ouais. Ok, j'avais juste pas trop compris. Et donc, ça a duré combien de temps, toi, tes études, après le bac, jusqu'à est-ce que tu sois médecin? Alors, entre le bac et le moment où je m'installe à l'hôpital Saint-Joseph, c'est 15 ans. Wow.
Mais quand tu es externe, tu gagnes un peu de sous. Quand tu es interne, tu gagnes des sous. Après, j'étais assistant chef de clinique. Après, je suis parti 1 an en Australie. D'ailleurs, on va en reparler. Oui, j'imagine comment en parler. Et donc, mais officiellement, quand je commence à travailler, c'est en 1980. Donc, comme j'ai commencé mes études de médecine en 64, on est... En 1980, officiellement, tu es médecin, tu es docteur. Non, officiellement, je suis installé. Parce que j'avais passé ma thèse, je l'ai passée en même temps que Joël, le même jour, en 76. Ma thèse, je l'ai passée en 76. Et ça correspond à quoi une thèse de médecine? C'est juste. Tu fais un travail sur normalement dans la spécialité qui va t'intéresser. Tu fais un travail et tu le présentes à un jury de thèse. En médecine, on n'était jamais collé. Hein. Tu veux dire quoi, coller? Tu étais toujours reçu à ta thèse. Ouais. C'est ça, quand tu es collé, c'est que. Ben, il faut recommencer. En médecine, quand tu fais une thèse, même si elle était mauvaise, on ne te recalait pas. C'était pas le plus important. Hein. Non, ça arrivait. Alors normalement, pour passer ta thèse, il fallait que tu validais la 6e année de médecine, hein, je crois, oui. Il fallait valider la 6e année de médecine. Donc après, tu as commencé directement en tant que chirurgien pédiatre. À Saint-Jean, oui. À Saint-Joseph. Et c'était comment avant l'hôpital? Est-ce que ça a dû bien changer depuis 1980 jusqu'à maintenant? Oui, j'ai pas tout suivi, parce que moi, l'hôpital public, je l'ai quitté il y a longtemps quand même. Donc, je sais pas exactement comment ça se déroule à l'intérieur, mais l'hôpital public, quand je l'ai côtoyé, était très hiérarchique. Le patron était le patron, et il avait une puissance très importante. Certains l'utilisaient bien, d'autres l'utilisaient moins bien. J'imagine. C'était qui à la tête de l'hôpital? Il y a un patron de l'hôpital? Ah non, à la tête de l'hôpital, il n'y a pas. Non. Il y a un directeur d'hôpital qui n'est pas médecin, qui s'occupe de gérer tout le personnel, tous les machins. Et après, tu as des chefs de service. Moi, mon chef de service, c'est Michel Carcassonne, qui était le titulaire de la chaire. Donc, tu as des chaires, c'est-à-dire un endroit où tu enseignes. Et celui qui est titulaire de la chaire, c'est Michel Carcassonne, qui était aussi chef de service. J'ai été interne et assistant dans son service. D'accord. Et c'est lui qui m'a envoyé en Australie. Et après, oui, d'ailleurs, on va reparler de ça, mais en fait, chaque service a son chef de service. Oui, absolument. Et les chefs de service, ils obéissent. Ils ont le directeur au-dessus d'eux. Non. Le directeur, il est administratif. D'accord. Non, il n'a rien à voir avec la médecine. D'accord. Et juste par curiosité, l'hôpital dans lequel tu as travaillé le plus longtemps, donc l'hôpital Saint-Joseph, aujourd'hui, le service pédiatrique, il fait combien de médecins? Tu sais ou pas? C'est que ça s'est développé? Ça s'est énormément développé. Ouais. Entre autres parce qu'on s'est mis à recevoir les urgences, qu'on ne recevait pas. Donc quand j'arrive, moi j'étais le seul chirurgien pédiatre, puis après on a été 2, puis 3, puis 4, puis 5. Et en pédiatrie, ils étaient 5, 6, et maintenant ils doivent être 10, 12. Avec chacun une spécialité, une qui fait de l'endocrino, une qui fait de la dermato, et ils reçoivent les urgences, 24 heures sur 24, avec une activité qui est supérieure à celle de l'hôpital Nord, en urgence. Ok. C'est effrayant. J'imagine. C'est tout le temps. C'est tout le temps et c'est à toutes les heures. En plus, comme il y a une maternité, il y a un pédiatre de garde pour la maternité. Pour quand l'enfant naît. Voilà, puisqu'il peut y avoir un enfant à problème à la naissance, donc il y a un pédiatre sur place qui est là pour ça. D'accord. Et donc, on peut parler un peu de l'Australie. On peut parler de l'Australie, je comprends. On sait que c'est un sujet qui nous intéresse tous les deux. Comment ça se fait que tu as eu l'opportunité d'aller en Australie travailler? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Oui, bien sûr. Mon patron, Michel Carcassonne, voulait absolument que tous ses élèves aillent travailler 1 an à l'étranger. C'était presque une condition qu'il mettait à te prendre chez lui comme assistant. D'accord. Donc moi j'avais dit d'accord, mais je ne veux pas aller à un endroit où je suis pas payé, parce que j'avais des amis qui étaient allés aux États-Unis et ils touchaient une misère. Donc ils habitaient un appartement schtroumpfinette, ils pouvaient rien faire. Et mon patron, dans un congrès, rencontre un patron australien qui lui dit on cherche, ça s'appelle là-bas un registrar. Et il lui dit mais je cherchais plus, je l'ai. Et donc mon patron est revenu du congrès et il m'a annoncé en décembre, je crois, vous partez en Australie. Oh. Donc j'ai eu la chance que Joël accepte parce que c'était pas tellement évident, on avait déjà 3 enfants. Vous avez 3 enfants, vous êtes partis à l'autre bout du monde. Et l'Australie, on savait pas très bien où c'était quand même. Bon, on avait bien idée que c'était de l'autre côté, mais on se souvient même qu'on avait essayé de trouver des livres sur l'Australie, à l'époque il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Donc là on est en 78.
d'accord? Et donc j'ai eu un poste de registrar au Royal Children's Hospital à Melbourne. Le registrar, c'est un poste, ça n'existe pas en France, mais c'est presque chef de clinique, quoi. Tu as une certaine autonomie chirurgicale, mais tu as des patrons. Tu as des patrons dessus de toi que tu aides à opérer, qui t'aident à opérer. Et, ben, en garde, tu as une certaine autonomie, mais si tu dois opérer un malade en garde, tu es obligé d'appeler le chirurgien de garde. Pour lui expliquer pourquoi tu veux opérer cette nuit, etc. D'accord. Voilà. Mais de toute manière, l'Australie, pour moi, ça a été la découverte qu'on pouvait travailler dans la joie et pas dans le stress. Alors voilà, c'est ça ma prochaine question, c'était différent comme système là-bas? C'est complètement différent parce que c'est pas hiérarchique. D'accord. C'est-à-dire que le patron, chacun fait son boulot, exactement. Si tu le fais pas, tu es immédiatement remis dans la bonne circulation pour que ça se reproduise pas, mais ton patron peut pas t'obliger à prendre une garde si t'as pas envie. Alors, donc chacun fait son boulot, et chacun fait son boulot comme il faut, et même vis-à-vis des infirmières, le médecin en Australie ou le chirurgien fait beaucoup plus de choses sur le malade qu'en France. Par exemple, toutes les voies veineuses, c'est nous. C'est nous qui piquons tous les malades, tous les chirurgiens, c'est pas les infirmières. En France ou... Non, en Australie. Mais en France, ça devrait être comme ça. Oui. Mais ça a été délégué. Mais normalement, en France, c'est délégué. D'accord. Donc, les infirmières là-bas, elles surveillent le malade. Donc, ton malade est extrêmement bien surveillé. Ah, d'accord, c'est ça l'avantage. Ah, oui. Si elle t'appelle en te disant il va moins bien, ça fait 5 heures qu'elle est devant le malade et qu'elle le regarde, c'est qu'il va moins bien. Donc, et puis, c'est plus facile de travailler là-bas, c'est sûr. Toi, en allant là-bas, tu avais une connaissance de l'anglais un peu élémentaire ou... J'avais une connaissance de l'anglais élémentaire, oui. Ça s'est passé comment les premières semaines? Pas les premières semaines, ça a été très très... En plus, on est arrivé, j'avais prévu d'arriver un peu plus tôt, donc on devait commencer début mars, donc on est arrivé début février. Et quand je suis allé me présenter à l'hôpital, le patron m'a dit « Bonjour, on est content que vous soyez là parce que vous êtes de garde le week-end prochain. » Donc j'ai pris ma première garde. C'était très difficile parce que mon anglais était scolaire. Je parlais un peu, mais pas bien. Et surtout, le problème d'une langue, tous ceux qui ont se mis à parler une langue étrangère le savent, c'est le téléphone. Or, dans l'hôpital, beaucoup de choses se passent par téléphone. Donc, je passais mon temps, quand on m'appelait, à leur dire « Vous êtes à quel étage ?» Et j'allais voir l'infirmière, j'arrive. Parce que quand tu es en face de toi, c'est plus facile. Mieux avec le langage. Donc, pour bien parler anglais, et pour être complètement adapté à l'hôpital, j'ai dû mettre 2 mois. T'as beaucoup déjà. J'avais pas le choix. Puis on était tout le temps dedans. D'accord. On habitait en face de l'hôpital, on parlait qu'anglais. Alors, ils ont été très gentils, ils m'ont aidé beaucoup. Parce qu'ils ont l'habitude de recevoir des étrangers qui ne parlent pas très bien anglais. Donc, ils parlaient doucement, ils parlaient lentement, ils m'expliquaient les choses. Donc, ils ont été très gentils. Voilà, très sympas. C'est un très très grand souvenir. Et j'ai appris chez eux, peut-être pas tellement la technique opératoire, parce qu'en France, au point de vue technique opératoire, le geste chirurgical, on est très fort. Eux, ils étaient à peu près du même niveau, plutôt un peu moins bien. Mais c'est leur organisation qui est fabuleuse. Il y a moins d'accroche ou moins de stress? Oui, tout a été pensé. Tu peux opérer 4 malades par programme opératoire, tu ne peux pas en opérer 5. Tu en opères 4, point. Voilà, tu en opères 2, et un break. Un petit thé, un petit truc, tout le monde fait le break, on boit un petit cup of tea, et après tu repères. Donc que ce soit le matin ou l'après-midi, il y a 4 malades. Plus quelque chose pour les urgences. Mais quand j'étais au Royal Children, il y avait, je crois, 8 salles d'opération, parce qu'il y avait la chirurgie cardiaque, la chirurgie pulmonaire, la chirurgie, la neurochirurgie, la chirurgie digestive, l'urologie, il y a plein de choses. Donc, et là maintenant, ils ont construit un nouvel hôpital qui est absolument somptueux. Et je crois qu'il y a 20 salles d'opération. Et les salles font 10 mètres sur 10 mètres. C'est grand. Ouais. C'est immense. Donc, je l'ai visité, c'est magnifique. Mais il marche, bien sûr. Hein. C'est magnifique. Mais bon. Moi, c'était le vieil hôpital. Il a été détruit, il n'existe plus. Ils l'ont démonté. Ah, dommage. Dommage. À l'époque, les outils que vous utilisiez, est-ce que ça a beaucoup changé? Oui. Ou il y a toujours les rudimentaires? Alors, la rudimentaire de base, on les a toujours, mais est apparue depuis ce qu'on appelle la célioscopie, c'est-à-dire la chirurgie avec une caméra. Dans lequel l'intérêt majeur de la chirurgie pour les caméras pour le malade, c'est que comme tu ne fais pas de
plaie sur la paroi abdominale ou ailleurs, c'est extrêmement peu douloureux. Par contre, pour le chirurgien, c'est beaucoup plus difficile parce que tu as une pince, c'est-à-dire que tu as juste que 2 doigts, alors que quand tu opères, tu as une main entière. D'accord? Et là, tu as une caméra et puis tu as... Et donc c'est un coup à prendre, c'est très intéressant pour le malade. Au début, ça a rallongé les interventions. Maintenant, je pense que pour certaines choses, ça les a simplifiées. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus aidé par la technologie, en fait, un peu comme tout. Oui, il y a ça. Puis il y a le robot qui est apparu. Est-ce que tu as pu utiliser, toi, des... Non. J'ai fait en célioscopie, j'ai fait 2-3 interventions et le robot est apparu, j'étais déjà parti. Non. D'accord. C'est pas un robot, hein. Il marche. Mais non, pas c'est l'humain qui contrôle un robot à distance et... Tu as, tu mets dans le ventre, tu plantes ce que tu veux planter. Il y a la caméra, puis les instruments pour travailler. Ok. En fait, tu as un tube et tu passes l'instrument à l'intérieur. D'accord. Et puis après, le chirurgien lui-même, il est à part. Il est même pas sur le malade. D'accord, il est dans la salle d'opération, mais il pourrait être... et il manipule... Alors, il a quelque chose qui est très intéressant, parce que tu manipules avec tes mains, bien sûr, mais tant que tu n'as pas mis ton front en contact avec une espèce de... pas comment on pourrait dire, enfin, il est en contact avec l'écran, ça ne bouge pas. Pour éviter que tu fasses un mouvement en ayant soulevé la tête, d'accord ? Parce que tu peux faire des mouvements de folie, là. Hein. Ouais, d'accord, c'est la sécurité. Tant que tu es comme ça, avec la tête en connexion, tu peux bouger. Si tu te mets comme ça marche plus. Oh, c'est marrant. Ouais. Ils ont bien prévu. C'est mieux. Et est-ce que... J'ai une question un peu bateau, mais moi ça m'intéresse. C'est quoi le plus dur quand t'es chirurgien ? Parce que déjà t'avais un rythme de vie qui était complètement décalé des autres, non ? C'est quoi pour toi le plus compliqué ? Bon, le rythme de vie, tu t'y fais, hein. C'est vrai que tu déjeunes pas tous les jours, mais c'est pas très grave non plus. Hein. Mais le plus compliqué, je ne vais pas te répondre, mais disons que le plus compliqué, c'est quand tu pars pour une intervention chirurgicale et que tu es confronté à quelque chose de totalement différent de ce à quoi tu t'attendais. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois capable de réaliser que c'est pas la même chose et de savoir quelle technique il faut adapter. Ça, c'est difficile. Mais une des choses que j'ai bien appris en Australie, c'est de parler aux malades et aux parents. J'ai tout appris là. Ils pouvaient passer une demi-heure à expliquer quelque chose à une famille. Alors qu'en France, on avait un peu tendance à leur dire c'est ça, revenez demain. Et j'ai beaucoup appris, et après, je pense que je parlais beaucoup à mes patients et à leurs parents parce que je trouvais que c'est bien. Voilà. Oui, mais est-ce que tu as une satisfaction aussi de les rassurer Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, ce qui est le plus difficile. Quand tu fais une intervention très difficile, tu le sais, tu es prêt à ce que l'intervention soit difficile, tu sais que ça va prendre du temps. Je te dis encore une fois, c'est peut-être quand tu es confronté à une situation inattendue. Et ça peut être très difficile. Voilà. Ouais, d'avoir le stress de... Le stress et puis savoir s'adapter à cette nouvelle situation. Tu es parti pour tourner à droite et puis il va falloir tourner à gauche. Ouais. D'accord ? Sinon, c'est la vie mais aussi. Bon, il faut mettre le clignotant et il faut arriver à comprendre pourquoi il faut tourner à gauche. Ça va être très compliqué. J'imagine. Je peux même pas imaginer. Alors, moi, je crois que tout s'apprend dans la vie, hein, la chirurgie comme le reste. Maintenant, après... tu es rarement tout seul en chirurgie. À l'hôpital, tu n'es jamais tout seul. En Australie, on n'était pas tout seul. Si tu avais un problème chirurgical, tu avais toujours quelqu'un par là qui pouvait passer. Est-ce que c'est courant d'appeler quelqu'un pour vérifier ? Oui. Mais moi, même à Saint-Jean, j'ai souvent appelé des gens pour venir m'aider à opérer quand je trouvais que le malade était trop difficile. Ouais, bien sûr. Et toi-même, tu as été appelé plusieurs fois, non ? Oui, je retourne de temps en temps. Tu retournes, c'était aussi une de mes questions. Est-ce qu'aujourd'hui, tu opères encore ? Alors, j'opère pas, parce que j'ai pas le droit, donc j'ai pas d'assurance, d'accord ? J'ai pas le droit d'opérer, mais je vais de temps en temps aider le chirurgien qui m'a remplacé pour des interventions chirurgicales que moi j'ai fait très souvent et que lui il n'a pas fait très souvent, donc ça le stresse un peu. Je sers absolument à rien, sauf à le déstresser, mais je n'opère pas. Je vais écarter, je vais conseiller quelque chose, mais je coupe pas, je n'utilise pas le bistouri, non, et ça c'est bien codifié et c'est normal. Alors on attend que mon âne se calme.
On peut continuer. Est-ce que tu... merci, vraiment, tes réponses sont super. À chaque fois qu'on parle, j'apprends des nouvelles choses, c'est génial. Est-ce que tu as des expériences un peu insolites ou des anecdotes sur des malades? Après, je sais que ça touche les enfants, c'est aussi le secret professionnel. Je sais pas ce que tu as le droit de dire ou pas dire. À ta manière, si je te parle d'un enfant, je te dirai pas qui, mais dans les choses amusantes ou surprenantes que j'ai eues, c'est qu'au fur et à mesure qu'Internet s'est développé, les gens venaient te voir avant de passer sur Internet pour voir, pour essayer de comprendre. Et donc, je me souviens très bien, c'était une famille qui avait l'air gentille comme ça. Leur enfant avait une anomalie pas très compliquée, et son testicule n'était pas en place. Ça s'appelle une ectopie testiculaire, il faut les opérer pour mettre le testicule en place. C'est pas très compliqué, c'est quelque chose qu'on fait souvent. Donc j'explique tout ça à la famille, et au fur et à mesure du temps, le papa me dit oui, c'est bien, et je vois qu'il tourne les pages. Donc en fur et à mesure, il regarde si je réponds bien comme sur Internet. Donc on fixe une date d'intervention, et le papa me dit, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous allez faire? Je dis, monsieur, je veux bien vous expliquer, mais vous n'allez rien comprendre. Non, je veux savoir. Donc je lui décris, j'insiste dans Pinguinal avec un bistouri, je lui dis, vous voulez une lame 11 ou une lame 15? Parce que selon... Et au bout d'un moment, il me dit, mais quel fil vous allez utiliser? Et là, je lui dis, ça dépend, vous voulez du résorbable, du non résorbable, du tressé, du non tressé, une aiguille courbe droite, vous voulez une aiguille tangentielle, vous voulez une aiguille diamantée? Je lui dis, vous savez pas, monsieur, avec toutes les questions. On me dit, je veux savoir. Je dis, mais vous croyez pas quand même que vous allez me faire changer le fil que je vais utiliser? Ah, peut-être. Je dis, je vais pas opérer votre enfant, parce qu'il n'y a pas de climat de confiance. Je ne peux pas opérer quelqu'un qui veut savoir quel fil j'utilise. Il me dit, vous n'avez pas le droit. Je dis, bien sûr, j'ai le droit. Votre enfant, il n'a rien de chirurgical d'urgent. Vous allez trouver des tas de gens qui vont vous l'opérer à Marseille, et je n'ai pas opéré. Il est parti fâché, oui. Parce que... Il voulait savoir le fil que j'utilise, mais je lui dis, monsieur, vous voulez du Vicryl, du Monocryl? Vous connaissez pas, ça, c'est mon métier. C'était juste en regardant sur Internet, en fait... Ah non, mais il était hyper inquiet, ce que j'ai bien compris. Je lui ai dit, je vous comprends votre inquiétude, mais à un moment, il faut vous arrêter. Pas te faire confiance à toi. Je veux dire, de toute manière, si vous me demandez de venir en salle d'opération, c'est non. Donc, bon, après, ça serait pas très gênant. Moi, aux urgences, souvent, les parents restaient, tu en avais quand même bien 1 sur 10 qui s'évanouissaient. Ah ouais. Ce que je comprends très bien, c'est stressant, c'est pas leur monde, c'est pas leurs odeurs, c'est pas... T'entends voir du sang, moi le sang ça me fait rien, mais si c'est le sang de ton enfant, c'est... Oui, mais je comprends tout ça. Donc il y avait des gens qui voulaient rester, ils restaient, et puis oui, il y en avait quelques-uns qui s'évanouissaient. On les soignait aussi. Hein. Oui, il y avait les parents et l'enfant. Et voilà, et après dans les gags... oui, j'ai une maman... Son enfant traînait pour... il saignait au niveau d'un rein. Et j'ai eu la chance que sur un examen, on puisse trouver quelle partie du rein faisait saigner. J'ai eu la chance que plein d'autres chirurgiens l'avaient vu et personne n'a vu ça. Moi, tout d'un coup, j'ai vu ça. Donc, j'ai proposé à la maman de l'opérer et d'enlever cette partie du rein si on pouvait enlever qu'une partie du rein. Parfois, on ne peut pas. J'ai réussi. Et depuis, cet enfant ne saigne plus. Et la maman, comme cadeau, m'a amené le journal de ma date de naissance. Trop drôle. Donc elle a trouvé le journal du 30 décembre 46, et elle me l'a amené. C'est original comme cadeau. Ouais, c'est sympa, je l'ai toujours. C'est génial. Et est-ce que c'est courant les parents qui font des cadeaux en remerciement? Oui, on a des boîtes de chocolat, on a des disques, on a... oui. Bon, pas très courant, mais oui, souvent, oui. Un petit peu. C'est quand même un très beau métier. C'est un métier sympa, mais les gens croient qu'on sauve des vies tous les jours. Non, on sauve rarement des vies. Hein. On fait de la chirurgie. On peut les améliorer quand même. Oui. Non, on sauve les vies quand c'est une grosse péritonite, quand c'est des choses comme ça. Ouais. S'il y a beaucoup de pus dans le ventre, c'est vrai, mais si c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre qui ira. Hein, donc, ça va. C'est vrai. Mais quand même, c'est toi qui le fais. Et je crois que tu avais calculé le nombre d'enfants que tu avais opérés. Est-ce que tu peux oui, parce que au début où je m'installe à Saint-Jean, l'informatique démarre. Et moi, ça m'a toujours plu, l'informatique. Donc j'ai fait un fichier Excel dans lequel je sais que j'ai opéré plus de 18 000 malades à Saint-Jean. 18 000. 18 000 et des poussières, auxquels il faut ajouter ceux que j'ai opérés à Martigues, auxquels il faut ajouter ceux que j'ai opérés à Timone, et auxquels il faudrait rajouter ceux que j'ai opérés en Australie. Donc on doit être aux environs de 20 000. Waouh, 20 000, c'est une ville. C'est une ville. C'est drôle. Et il m'est arrivé d'opérer les enfants d'enfants. Oh. Ouais, parce qu'un jour j'avais opéré une grande fille qui avait 16-17 ans,
Et 5 ans après, elle m'a amené son enfant qui avait la même malformation qu'elle, en me disant, il faut l'opérer. Du coup, elle savait... Donc, oui, c'est rigolo. Enfin, ça ne m'est pas arrivé souvent quand même, parce que la plupart des enfants que j'ai opérés avaient moins de 3 ans quand même. D'accord, donc... pour qu'ils fassent des enfants, il faut du temps. Ouais, c'est vrai. Est-ce que à la fin, vu que tu en as fait autant, tu es en automatique quand tu fais un... Ou est-ce que tu as toujours... C'est quoi l'état dans lequel tu es? Parce que les opérations, ça dure combien de temps en général? Tu es toujours concentré. Ouais. Voilà. Que tu fasses une intervention simple ou une intervention compliquée, tu es concentré. Moi, par exemple, j'aimais pas du tout qu'il y ait de musique dans le bloc. Je voulais que personne ne parle. On devait se taire quand j'opérais. Ouais. Si vous vouliez parler, vous sortez de la salle d'opération. Ça me gêne pas que vous parliez, mais pas pendant que j'opère. Voilà, tu es concentré. Après, comme tu sais à peu près quelles difficultés tu vas avoir, tu as des interventions qui peuvent durer très 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 longtemps. Hein. Une fois, j'en ai une qui a duré 6 heures. Donc pendant 6 heures, 6 heures debout, concentré. Oui, mais tu t'en aperçois pas que ça dure 6 heures. Tu es concentré, tu regardes ce que tu fais. C'est l'effet flow, c'est ça? L'effet de flow? Oui, tu es fatigué après. Hein. Ouais, j'imagine, ouais. En plus, je me souviens très bien que cette intervention, j'ai fait un après-midi et on était invité à dîner chez des amis. Donc j'ai fait téléphoner que je serais un peu en retard parce que j'ai dû la commencer vers 15h et j'ai dû la terminer vers 21h. Donc ils avaient commencé à dîner, oui. Ouais, j'espère. J'espère pour eux. Waouh. Donc 20 000 enfants. C'est fou. Est-ce que tu as vu sur un sample aussi gros, est-ce que tu as vu des anomalies est-ce que c'est courant les anomalies chez les enfants? Est-ce que c'est quelque chose que tu voyais toutes les semaines ou en termes... Alors, des malformations congénitales chez l'enfant, c'est très fréquent. Il y en a qui sont des malformations digestives, il y a des malformations urinaires, il y a des malformations pulmonaires, des malformations cardiaques. Moi, je m'occupais surtout des malformations digestives et urinaires. Oui, j'en voyais. De temps en temps, je pouvais passer une semaine sans en voir, mais c'est pas toujours chirurgical. Les malformations urinaires, il y en a quelques-unes qui s'améliorent spontanément. Les malformations digestives, c'est pratiquement toujours chirurgical parce que ça se complique toujours. Donc ça, il faut les opérer. D'ailleurs, la plupart du temps, les malformations digestives, on fait le diagnostic qu'au niveau de la complication. Les malformations urinaires, on les voit bien maintenant avec les échos de la grossesse, on voit bien les anomalies. Voilà. Et ça aussi, ça a fait changer notre vision du monde. J'imagine. Parce que on avait pris l'habitude... Avant, on faisait un diagnostic parce que le malade faisait une infection d'urine. On faisait un bilan, on trouvait que son appareil urinaire était dilaté, on l'opérait. Et puis, quand les échographies sont apparues, on a trouvé des appareils urinaires dilatés sans infection. Donc on s'est dit, il faut vite les opérer avant qu'ils s'infectent. Et puis il y en a quelques-uns qu'on n'a pas opérés, on s'est aperçu qu'ils avaient guéri. Donc on s'est dit, peut-être qu'il ne faut pas les opérer tous. Donc nos indications opératoires ont changé avec l'évolution des techniques diagnostiques. Ouais. Et l'échographie, moi, quand je commence ma médecine, en radio, il n'y a que les rayons X. D'accord, c'était ma prochaine question. Voilà. Maintenant, il y a l'échographie, le scanner, l'IRM. L'IRM, c'est arrivé quand? Il y a longtemps, mais quand je commence médecine, il n'y a pas d'IRM. Le scanner est arrivé avant l'IRM. Je ne pourrais pas te donner de date, mais l'IRM, ça fait au moins 30 ans que ça y est. Et chaque fois, les appareils se bonifient. Au début, quand tu avais le scanner, on disait ça envoie beaucoup de rayons. Maintenant, il y a des scanners qui n'envoient pratiquement plus de rayons. Parce qu'ils sont extrêmement rapides, parce que ci, parce que ça. Comme ils sont plus rapides, on peut en faire plus, etc. etc. Et l'IRM est un examen fantastique. Ouais. C'est génial. Ouais, après, moi je suis pas. Et l'échographie, alors, pour te faire rire, quand l'échographie démarre, on n'y voyait rien. On te donnait une feuille avec des pointillés dessus, on te disait il y a ça ou ça. Et Joël était en médecine avec moi, et on est allé passer le diplôme d'échographie. Parce que je me suis dit, il faut qu'on comprenne l'échographie quand même. Donc on est allé à l'hôpital Nord, on a passé le diplôme d'échographie. Alors je te le fais simple, parce qu'en fait, comme on n'avait pas beaucoup travaillé, on ne s'est pas présenté à l'examen. Et finalement, j'ai obtenu le diplôme, et pas Joël. Ça, c'est comme ça, mais c'était Joël qui aurait dû l'avoir. Donc moi, j'avais un diplôme d'échographie parce que je voulais comprendre ce qu'on me montrait. Puis après, maintenant, c'est tellement performant que... Et puis, je suis sûr que l'intelligence artificielle va arriver là-dedans. Déjà, bien sûr, elle doit déjà y être. Parce que à partir du moment où tu fais une image en échographie,
un appareil d'informatique peut l'analyser. Oui, bah oui. D'accord. Il y a des- Donc il suffit des schémas qui d'apprendre à cet appareil que cette image correspond à cette pathologie. Et alors c'est pas aussi simple que ça, on est bien d'accord. Mais oui, bien sûr qu'on va y arriver. Apparemment, maintenant, ils sont. C'est même plus performant que les docteurs parce qu'ils arrivent à avoir des signes Bien sûr. qui sont Ça très m'étonne cachés pas. en fait, Mm. qui sont très très subtils. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu as arrêté, juste pour donner un 2012. ordre d'idée 2012. Mm. Ah ouais. Ouais, ça fait longtemps. Hein. Il faut compter 2012. Hein. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 21, 22, 23, 24. On est à 13 ans. Ouais, 13e année. Ouais. Est-ce que ça te manque? La chirurgie elle-même, le geste chirurgical, pas du tout. Les rapports sociaux, oui, parce que tu passes d'un moment de ta vie où tu vois 100 à 200 personnes par semaine, où tu es chez toi, tu vois ta femme, qui est très gentille, mais tu vois plus qu'elle. Donc les rapports sociaux, ça manque, oui. Et est-ce que c'était quoi comme charge de travail d'être chirurgien? Est-ce que c'est toujours été pareil dans ta carrière? C'était quoi Rétrospectivement, parce que quand tu es à la retraite, tu peux réfléchir un peu. Je pense que moi, j'ai trop travaillé. Ouais. C'est-à-dire que j'ai donné trop de place à la chirurgie par rapport à la maison. Mais c'est vrai que j'arrivais à l'hôpital vers 7h, 7h15 et que j'en partais rarement avant 9h du soir. Donc, mais c'est... Alors j'étais tout seul, donc il fallait assurer beaucoup de choses au fur et à mesure que les gens sont développés. Puis je te rappelle aussi qu'au début, il n'y a pas de téléphone. Ouais. Donc, de temps en temps, j'étais rentré à la maison, le téléphone sonnait, il fallait repartir. Parce que maintenant, on t'appelle sur ton téléphone. C'est plus facile. C'est mieux. Mais la charge de travail, elle est un peu aussi ce que tu as envie de donner. Hein. Tu as envie de... C'est vrai que quand tu repasses... J'aimais bien faire la visite un peu tard parce que tu voyais le personnel de nuit. Et donc, tu étais confronté au problème du personnel de nuit que tu ne vois pas si tu ne passes pas à 9h. J'ai commencé vers 8h. Donc, c'était intéressant de discuter avec tous ces gens-là. J'imagine, ouais. Voilà, donc ça me manque de moins en moins. Hein. Ouais. On va dire que tu as bien mérité ta retraite vu que tu as énormément travaillé, si j'ai bien compris. Alors tu vois, en Australie, c'est là où ils sont encore plus intelligents que nous, quand tu pars à la retraite, tu es payé par l'État pour aider les jeunes chirurgiens à opérer pendant 2 ans. Donc tu n'as pas le droit d'opérer, mais tu peux les aider. C'est une transition. Et oui, et comme tu as une expérience de 30 ans, tu es bien meilleur dans l'expérience, meilleur qu'eux, et donc tu peux leur dire fais plutôt ça, fais plutôt ça, fais plutôt ça. Moi, il m'arrive encore de temps en temps qu'on me demande un avis sur des anomalies. Oui, je peux encore donner un avis, et ça me gêne pas, ça me fait même plaisir parfois. J'imagine d'être utile, de donner ton avis. Sur des malformations urinaires, oui, de temps en temps, qui sont un peu compliquées. J'en ai vu beaucoup. Hein. Ouais, 20 000. Enfin, pas de. Non, les 20 000. Pas de malformations, mais sur les 20 000, tu dois en avoir quelques-unes quand même. Je sais pas, en pourcentage, un 20e peut-être de malformations urinaires. C'est 1000 déjà. Oui. Est-ce que t'as. Donc, c'était pas la première fois, t'avais déjà. T'étais déjà passé sur un média, bon ça c'est pas la télé mais c'est un podcast, est-ce que t'as aimé l'expérience d'être interviewé, de parler un peu de... Ah, avec toi? Oui. Ah ouais, ça, je me sens... je suis pas très stressé là quand même. Ouais, ça va. Moi non plus. Est-ce que t'as d'autres anecdotes, d'autres choses dont tu voulais parler? Il y a une chose qu'il faut dire quand même, c'est que j'ai pu faire tout ce que j'ai pu faire que grâce à ma femme. Ah, bon alors... D'accord, parce que... Merci Joël. Parce que c'est elle qui a permis que je parte à 7h15 du matin et que je revienne à 9h du soir, quoi. Ouais. C'est elle qui a assuré plein de choses et qui, étant médecin, pouvait comprendre les urgences, les gardes. Oui, elle pouvait comprendre mieux que d'autres personnes, je pense. Et entre autres choses, il faut aussi se remettre en question. On est en 1978, on doit partir en Australie. Avec 3 enfants, dont la dernière a 5 mois. Elle m'a pas dit non du tout, elle a dit elle était partante. Ça n'a pas été facile, hein. Je veux dire, l'atterrissage à Melbourne a été un peu compliqué, mais on s'y est vite fait. Tu veux dire quand vous êtes arrivé ou l'atterrissage en Non, quand on est arrivé, oui. Non, l'atterrissage en avion, je pensais que c'était l'avion qui avait... déjà, on est allé jusqu'à Sydney. À Sydney, l'avion avait du retard, on a raté la correspondance pour Melbourne. Donc, grosso modo, Marseille-Melbourne avec 3 enfants, on a mis 40 heures. Donc, dont la dernière qui avait 5 mois, qui passait son temps à pleurer parce que le biberon n'était pas comme chaud, pas comme il fallait. Elle pleurait beaucoup quand même dans l'avion. Et après, il a fallu s'adapter
au système dans lequel les magasins sont fermés à 5 heures du soir. Voilà, au début, on n'avait pas de voiture. Non, mais là, par exemple, tu vois, pour une voiture, mes copains australiens qui travaillaient m'ont dit, Gérard, il te faut une voiture, on vient avec toi dans les garages. Spontanément, ils sont venus dans les garages voir les voitures avec moi, pour que je me fasse pas avoir par le garagiste. Ça, c'est bien. Ouais, c'est hyper sympa. Ouais. Wow, belle culture. Et c'est assez drôle parce que le fait que tu sois allé vivre en Australie, que vous soyez allé vivre en Australie, et ça a donné à ma mère envie de retourner vivre en Australie quand elle était adulte avec sa famille, et donc avec moi, enfant. Et ça m'a vraiment... moi, ça m'a changé en tant que personne aussi, avec l'expérience en Australie. C'était moins longtemps que toi, mais je comprends très bien de quoi tu veux parler. Après, j'ai pas été médecin là-bas. Non, mais nous, on est venu vous voir en Australie et on a réalisé une chose, c'est que tous les trois, vous étiez heureux à l'école. Ouais, c'est vrai. Mais c'était... voilà, alors, ils font l'école comme nous, ils sont aussi intelligents que nous, mais je ne sais pas comment ils font, mais la contrainte est différente. C'est bien dit ça. L'enfant peut s'exprimer un peu plus. Vous aviez l'air heureux. Ouais, c'était une très bonne expérience. Après, on était les Français dans une école. Après, voilà, c'était pas exactement comme tous les autres élèves, mais c'est vrai que les élèves s'amusaient. C'était l'école primaire. Moi, j'ai été dans le Royal Children's Hospital, j'étais le premier Français qui venait opérer là-bas. Ils n'en avaient jamais vu avant. Ils n'avaient jamais vu de Français. Jamais entendu après, il y a eu deux autres filles, deux Françaises, qui sont retournées dans le Royal Children's Hospital. Une qui est maintenant chef de service à l'hôpital de la Timone, qui s'appelle Alice Faure, et l'autre, je crois qu'elle est à Bordeaux, mais je ne connais pas son nom. Elles sont venues longtemps après moi parce qu'elles étaient dans le nouvel hôpital, l'hôpital magnifique. Ouais, je crois qu'on y était allé. Oui. Dans cet hôpital. Pour faire comprendre aux gens qui nous écoutent ce que peut faire un hôpital, il y avait une cage d'escalier et au milieu de la cage d'escalier, pour monter, il y avait un énorme aquarium. Oui. Et dans l'aquarium, il y avait un requin. C'est-à-dire qu'il faut comprendre la taille des choses. C'est immense. Et l'aquarium, il devait faire, je sais pas, 3-4 mètres de diamètre et il montait tout le temps. Donc le requin, il montait et descendait. C'était sur... Au Royal Children's Hospital. Ouais, mais tu dis l'aquarium montait et descendait parce que c'était... j'ai pas compris. Il y avait un aquarium. Oui, l'aquarium. Il était dedans, ouais. Juste immense. Ouais. Il y avait tout est immense, hein. Tout est immense là-bas. Et puis, dans les choses bien qu'on a fait, on est parti sur la Grande Barrière de Corail au mois de juillet. Là, on est toute la famille. On était à Lindeman Island. Là, on est passé 15 jours, je crois. Ça, c'était fabuleux. Après, on est allé en Tasmanie. Ouais. C'est fabuleux. En Tasmanie, là aussi, on a une anecdote amusante. On est en Tasmanie en janvier. Donc, janvier 79. Donc, c'est l'été là-bas. C'est l'été, bien sûr. Et on avait pris un avion, on avait une voiture qui était comprise avec le siège pour enfants, etc. Et le 8 janvier, c'est l'anniversaire de notre fille aînée. Donc, comme on était dans un hôtel et un restaurant, je vais voir le chef de cuisine et je lui dis, c'est l'anniversaire de ma fille, est-ce que vous pouvez faire un gâteau? Bien sûr, faire un gâteau. Et donc, le soir, au dîner, il amène le gâteau, et nous, on était dans une petite... une table un peu à part, mais il y avait tout le restaurant qui était là, entier. Et on fait l'anniversaire de Frédéric. Et Frédéric souffle des bougies. Elle souffle des bougies. À ce moment-là, tous les gens nous disaient, mais c'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça qu'on fait. On a rallumé les bougies. Tout le restaurant s'est levé. Oh. Et chanté Happy Birthday, tu vois, j'ai encore les larmes aux yeux. C'est une émotion de folie, quoi. Ouais. On est cons, nous, avec tous nos petits trucs dans un coin. Là, tout le restaurant, et Frédéric s'en souvient encore. C'était sympa. C'est un grand moment. Oui, je suis encore ému parce que. Il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème, presque à moi. C'est pour la Tasmanie aussi, hein. J'imagine, ouais, Tu m'as donné l'envie, tu m'as donné un peu l'amour aussi. De l'Australie et du monde un peu anglo-saxon, mais c'est surtout l'Australie. On est allé à Sydney aussi. Sydney, c'est une jolie ville. Hein. Alors moi, je suis retourné plusieurs fois en Australie. J'ai eu la chance de retourner plusieurs fois, mais je suis retourné peu de temps. Une fois avec Joël, quand même. Avec Joël, on est retourné. On a fait une semaine Sydney, une semaine Adélaïde avec Kangaroo Island et une semaine Melbourne. Hein. Et la dernière fois qu'on est retourné en Australie, c'est quand on est allé en Nouvelle-Zélande. On avait fait 10 jours l'île du Nord, 10 jours l'île du Sud, et on s'était gardé 4 jours pour retourner à Melbourne. Quand on était à Melbourne, 20 ou 30 ans avant, on avait connu
un type qui était dans les politiques. Donc j'ai retrouvé sa femme qui était française et on s'est revus. Elle s'appelle Danielle Kempt. Et son mari, pendant ce temps-là, il avait été ministre des Finances et ministre des Sports. Il avait été à Turin pendant les Jeux Olympiques. Donc il nous a invités dans son club, c'est un club très anglais, un peu réservé. Maintenant on peut y amener les femmes, mais avant on ne pouvait pas. Donc il y avait un endroit de billard, il y avait un endroit de piscine, et dans la salle à manger, les téléphones sont interdits. Et bien sûr, personne ne triche. Personne ne répond au téléphone dans ces trucs-là. D'accord ? Donc voilà, on a discuté avec lui, et lui, il était juste ministre des Finances et ministre... Là, il était un peu à la retraite aussi, mais... Voilà, on a retrouvé ces gens avec plaisir. Bah, quelle vie. C'est génial. Merci beaucoup d'avoir accepté. Moi, ça m'a fait plaisir. Je ne sais pas si j'ai bien tout raconté, mais bon. Moi, je me suis régalé en tout cas. Ils vont nous dire. Il faut retourner en Australie. Il faut aller en Australie. Ouais. Mais alors, par contre, la Nouvelle-Zélande, ça vaut aussi le coup d'œil. C'est un joli pays. Aussi, C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Et puis en Nouvelle-Zélande, on n'a pas travaillé. On était touristes. 10 jours l'île du Nord, 10 jours l'île du Sud, on voit beaucoup de choses. On n'a pas tout vu, mais tu vois beaucoup de choses en 10 jours quand même. Voilà. J'ai vu des photos et ça donne très très envie. Et après Melbourne, Melbourne c'est ma ville de cœur. Voilà. Ok, bah écoute, moi j'ai trop envie de retourner à Melbourne. Eh ben on y va. Des photos, ouais, tu peux venir, ouais. On est parti. Bon, merci beaucoup. Merci à toi. Une tradition de fin, c'est juste dire au revoir à bientôt à la caméra ensemble. Donc à bientôt. À bientôt.